Mon nom est Camille Rowan. J'ai 34 ans. Et le moment où mes fiançailles ont pris fin n'est pas arrivé dans les cris ni les larmes. Il est arrivé doucement. Enveloppé dans un verre de vin rouge et une phrase qui sonnait raisonnable si l'on n'écoutait pas trop attentivement. Avez-vous déjà senti le monde devenir silencieux d'un seul coup? Pas le silence paisible, pas le soulagement. Je parle de ce silence mort, sans air, qui frappe quand quelque chose de fondamental bascule et que votre corps réagit avant que votre esprit puisse suivre. C'était ce silence qui s'est installé entre nous dans notre restaurant préféré. Celui aux nappes de lin et à l'éclairage tamisé. Celui que j'avais choisi parce que j'étais censé finaliser le traiteur du mariage ce soir-là. Je me souviens encore de l'odeur de l'ail et du pain chaud. Du murmure des conversations autour de nous, de la vie qui continuait. Complètement inconsciente que la mienne venait de se fissurer. Mon fiancé, Lucas Bennett, était assis en face de moi, faisant tourner son vin comme s'il gagnait du temps. Je pense juste, dit-il prudemment, que les choses avancent un peu trop vite. Je l'ai regardé. Nous étions ensemble depuis 5 ans, fiancés depuis 6 mois. Notre mariage était prévu dans 3 mois. Nous vivions dans une maison que je possédais. Mon nom figurait sur l'acte de propriété. Mon nom figurait sur les factures. Le sien figurait sur une clé de rechange et un placard qui prenait plus de place que le mien. Je payais le prêt immobilier. Je payais l'assurance. Je payais pour la vie que nous partagions parce que je croyais que le partenariat consistait à construire quelque chose ensemble. Même si j'étais celle qui apportait le plus de briques pour le moment. Trop vite. Ai-je répété. Surtout pour entendre à quel point cela sonnait absurde à voix haute. Lucas ne croisa pas mon regard. Il inclina la tête comme s'il choisissait ses mots avec soin. Je ne suis juste pas sûr d'être prêt à m'engager de la façon dont on s'oriente. La phrase resta suspendue là, inachevée mais lourde. De l'autre côté de la table, 2 de ses amis, Mark et Jason, bougèrent mal à l'aise. Ils avaient été invités pour aider à planifier la logistique. Par les plans de table et blocs d'hôtel. Maintenant ils étaient figés. Témoins de quelque chose qui n'était pas censé être une représentation. Donc, dis-je lentement, me sentant étrangement détaché de ma propre voix. Tu annules le mariage. Non, non, bien sûr que non, répondit Lucas rapidement. Il tendit la main à travers la table et la posa sur la mienne. Le contact me surprit. Il me sembla étranger, comme quelque chose d'emprunté. J'ai juste besoin d'une pause. Continua-t-il. J'ai besoin que tu attendes pendant que je regroupe mes idées. Je t'aime. Tu le sais. J'ai besoin d'être sûr. Voilà. Attendre. Marc hocha la tête, essayant d'être utile. Ce n'est pas si inhabituel. Camille. Beaucoup de gens ont le trac. Parfois un peu d'espace renforce réellement les choses. Jason ajouta. Oui, vous êtes ensemble depuis longtemps. Prendre une respiration. Ce n'est pas la même chose que s'en aller. J'observais le visage de Lucas pendant qu'il parlait. Il portait l'expression d'un homme soulagé que quelqu'un d'autre dise les mots à sa place, sincère, presque reconnaissant. Mais ses yeux n'étaient pas sur moi. Ils glissaient derrière mon épaule, vers la fenêtre, vers la rue. Vers une version de sa vie où tout restait exactement pareil. Mais où il se sentait moins pressé de choisir. À cet instant, quelque chose s'emboîta avec une clarté troublante. Il ne demandait pas de l'espace. Il demandait une assurance. Il voulait le statut, la sécurité d'être le fiancé de quelqu'un sans avoir à se comporter comme tel. Le confort de savoir que je serais toujours là, stable, établi, disponible. Pendant qu'il gardait ses options ouvertes, il voulait que je sois mis en pause, préservé. En attente sur une étagère jusqu'à ce qu'il décide si quelque chose de mieux se présentait. Je retirai doucement ma main.
La poser sur mes genoux. Et sourit. Cela surprit tout le monde. Bien sûr. Dis-je. Je comprends. Le visage de Lucas s'inonda de soulagement si rapidement que cela faillit me faire mal de le regarder. Merci, dit-il en pressant mon bras. Je savais que tu comprendrais. Tu es incroyable. Vraiment. Mark et Jason se détendirent. Crise évitée. La femme raisonnable avait été apaisée. Le reste du dîner se déroula comme une parodie. Ils commencèrent à parler d'un voyage. D'une escapade improvisée d'un week-end que Lucas envisageait avec des amis. Pas un enterrement de vie de garçon, pas une alternative à la lune de miel, juste du temps ailleurs. Du temps pour réfléchir. J'acquiesçai. Je souris. Je payai le vin, les entrées et le dessert que personne ne voulait vraiment. Mais que l'on commanda quand même parce que la soirée devait bien se terminer d'une manière ou d'une autre. À l'intérieur, je ne ressentais rien. Ni rage, ni panique, ni chagrin. Juste une compréhension calme et froide qui s'installait dans mes os. Quand je l'ai déposé plus tard dans la nuit, Lucas m'embrassa sur la joue et me dit qu'il m'aimait. Il le dit comme une réassurance qu'il avait besoin d'entendre de sa propre bouche. Je rentrai seul. La maison était silencieuse quand j'entrai. Notre maison, ma maison, celle pour laquelle j'avais travaillé des années. Celle que j'avais imaginé remplir de photos de mariage. De routines partagées et de l'intimité ordinaire de la vie conjugale. Je posai mes clés sur le comptoir et restai longtemps là. À écouter le ronronnement du réfrigérateur. Quelque chose avait changé, mais pas de la façon dont Lucas le pensait. Ce n'était pas le début d'une négociation. C'était la fin de ma participation. Il voulait que j'attende. Et dans ce silence, avec la clarté qui ne vient que lorsque l'illusion tombe enfin, je pris une décision qui ne me parut pas du tout émotionnelle. Elle me parut logique, nette, définitive. Je me couchai cette nuit-là sans le confronter, sans poser de questions, sans exiger d'explications. Parce que j'avais déjà ma réponse, et elle n'allait pas être dite à voix haute. Pas encore. Je ne dormis pas cette nuit-là. Pas parce que je pleurais, pas parce que mon cœur s'emballait. Mais parce que quelque chose en moi avait changé de mode. Allongé sur le côté dans le noir, je fixais le contour faible du ventilateur de plafond. Écoutant le rythme de la respiration de Lucas à côté de moi. Lente, régulière, indifférente. La respiration d'un homme qui croyait que la partie difficile de la conversation était terminée. Il pensait avoir fait quelque chose de courageux. Il pensait que l'honnêteté lui avait valu du temps. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'au moment où il m'avait demandé d'attendre, la relation avait cessé d'être émotionnelle pour moi et était devenue logistique. Attendre, c'est passif. Attendre, c'est suspendre son pouvoir d'agir. Attendre, c'est ce que l'on demande à quelqu'un quand on veut garder l'accès sans offrir de certitude. Et je n'avais jamais construit ma vie en attendant. Vers 3 heures du matin, je me levai silencieusement et me dirigeai vers mon bureau à domicile. Je n'allumai pas la lumière du plafond, seulement la lampe de bureau, basse et contenue. La pièce sentait légèrement le marc de café et l'encre d'imprimante. Familière, sûre, mienne. C'était la pièce où j'avais passé les 2 dernières années de ma vie à construire quelque chose que Lucas n'avait jamais vraiment compris. Je suis développeuse de logiciels de formation, pas le stéréotype flashy à capuche et à caton. Le genre qui aime l'architecture propre, la scalabilité à long terme. Et résoudre des problèmes ennuyeux si bien qu'ils cessent d'en être. 2 ans plus tôt, j'avais commencé à travailler sur un projet personnel en dehors des heures de bureau. Un outil d'optimisation d'entreprise conçu pour un marché de niche que la plupart des gens ne connaissaient même pas. Ce n'était pas glamour. C'était utile. 3 semaines plus tôt, ce projet avait été acquis par une grande entreprise technologique. De l'argent qui change une vie. Lucas était au courant de l'accord. Il m'avait félicité,
avait porté un toast, m'avait embrassé sur le front et avait plaisanté sur la retraite anticipée et les maisons en bord de mer. Ce qu'il n'avait pas su, ce que je comprenais seulement maintenant, c'est que le timing de son incertitude n'était pas une coïncidence. Sa pause était venue après le virement. Je m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable, non pour me distraire, mais pour faire l'inventaire. Je sortis d'abord notre tableau de bord financier partagé. J'avais insisté sur la transparence lorsque nous avions emménagé ensemble. Non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que je croyais que les adultes devaient comprendre les systèmes dans lesquels ils vivaient. Ce que je vis confirma ce que mes instincts savaient déjà. Il utilisait le compte joint par commodité, non par contribution. Ses revenus couvraient ses dépenses personnelles. Les miens portaient la structure de notre vie. Prêts, assurance, facture, voyage, urgence. Je m'étais dit que c'était temporaire, que nous formions une équipe. Et que les équipes ne tiennent pas de score. Mais les équipes ne demandent pas à un joueur de s'asseoir indéfiniment pendant que l'autre décide si le jeu vaut la peine d'être joué. Je ne ressentis pas de colère en examinant les chiffres. Je me sentis organisé. Ensuite, j'ouvris mon email et cherchai la confirmation de mon conseiller financier. Les fonds du rachat avaient déjà été transférés sur mon compte principal. Mais ce n'était jamais censé être le lieu de repos final. Je rédigeai un message bref demandant un appel tôt le matin. Puis j'ouvris un document vierge et commençai à lister les actifs. Maison, voiture, compte, propriété numérique, propriété intellectuelle. Tout ce qui existait parce que je l'avais construit. Lucas n'était pas malveillant. C'était la partie la plus dangereuse. Il n'était pas assez cruel pour justifier une confrontation dramatique. Il était simplement assez à l'aise pour supposer que je serais toujours là, en pause, préservé. Disponible. Cette supposition était la vraie trahison. À un moment donné, le ciel dehors commença à s'éclaircir. L'aube s'insinuait comme un témoin indésirable. J'entendis Lucas bouger derrière moi, le lit grincer. Je fermai mon ordinateur portable avant qu'il ne puisse voir l'écran. Quand il entra dans la cuisine plus tard, il avait l'air détendu, presque joyeux. Il m'embrassa sur la joue, se versa un café et me remercia encore d'être si compréhensive. Je souriais en retour. Le masque s'ajustait facilement. Ce jour-là, je traversai mes routines avec précision. Je répondis aux emails, pris des appels, allai courir, déjeuner, hochai la tête au bon moment. Écouter quand Lucas parlait de son soulagement maintenant que la pression était retombée. La pression. Je me demandais à quel moment la responsabilité était devenue de la pression. Ce soir-là, pendant qu'il était sorti retrouver des amis, je passai mon premier appel. Mon conseiller financier ne posa pas beaucoup de questions. Il n'en avait pas besoin. Il avait travaillé avec assez de personnes en transition pour reconnaître le ton. Je veux que les fonds soient déplacés, dis-je, dans des trusts, plusieurs couches. Offshore si nécessaire. Je veux que tout soit intouchable. Il y eut une pause au bout du fil. Puis. Compris. Ensuite, j'examinai notre empreinte numérique. Les réseaux sociaux n'étaient plus seulement de la connexion. C'était de l'accès, de la visibilité, un moyen d'être joint quand le silence devenait gênant. Je n'avais aucun intérêt à être joignable. Je ne désactivais pas mes comptes. Cela aurait impliqué un retour. Je les supprimais. Instagram, Facebook, LinkedIn. Des années de moments soigneusement choisis disparurent en quelques minutes. Pas de publication dramatique, pas d'annonce, pas d'explication, juste une absence. Avant de me coucher, je sauvegardais mes contacts. Effacer mon téléphone et commander un nouveau avec un nouveau numéro. Je me dis que j'informerai les personnes qui avaient besoin de savoir plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin de silence. Lucas rentra ce soir-là joyeux, énergisé. Il parla de projets, d'idées, de la façon dont cette pause lui semblait déjà saine. J'écoutais. J'acquiesçais. Je me recouchais à ses côtés.
Mais les calculs continuaient. Au cours des jours suivants, j'agis avec précaution, efficacement. Comme quelqu'un qui démonte une structure pièce par pièce pour qu'elle ne s'effondre pas bruyamment. Je lui coupais l'accès au compte joint, résiliais la carte supplémentaire liée à ma ligne de crédit. Contacter mon avocate et demander des documents pour retirer son nom de tout ce qui pouvait être interprété comme partagé. La voiture viendrait ensuite. Je n'emballais encore rien. Cela exigeait du timing. Ce que j'emballais mentalement, c'était de la résolution. Je ne disparaissais pas par désir de vengeance. Je n'essayais pas de le punir. Je reprenais le contrôle de mon propre calendrier. Lucas pensait que l'attente était neutre. Il ne comprenait pas que demander à quelqu'un d'attendre, c'est lui demander d'arrêter d'avancer pendant que l'on explore des alternatives. Je n'avais aucune intention de m'arrêter. Au moment où il réaliserait que la pause n'était pas mutuelle, il serait trop tard pour renégocier. Parce que je ne préparais pas une conversation. Je préparais une sortie. Et quand je partirais enfin, il n'y aurait aucun argument à revisiter. Aucune version de l'histoire où il pourrait dire qu'il ne savait pas ce qu'il avait demandé. Il m'avait dit d'attendre. Et j'avais l'intention d'honorer cette demande de la façon la plus littérale possible. Depuis un endroit qu'il ne pourrait pas atteindre. La chose étrange dans une sortie propre. C'est à quel point les jours qui l'entourent semblent ordinaires. Il n'y avait pas de compte à rebours. Pas de moment dramatique où la musique enflait et où la décision s'annonçait d'elle-même. La vie continuait simplement. Lucas allait travailler. Il m'envoyait des messages sur sa journée. Sur la légèreté qu'il ressentait maintenant que nous ne précipitions plus rien. Il parlait de projets qu'il envisageait, de week-ends ailleurs. D'idées qu'il voulait explorer maintenant qu'il avait de l'espace mental. Je répondais quand c'était approprié. Message court, ton neutre, rien qui n'évoque l'urgence ou la distance. Je ne voulais pas qu'il se méfie. La méfiance crée la confrontation. La confrontation invite à la négociation. Et je ne négociais pas. À la place, je me concentrais sur l'exécution. Le lendemain matin de mon appel avec mon conseiller financier. Je signais des documents numériquement en buvant mon café au comptoir de la cuisine. Structure de trust, séparation d'actifs, couche qui prendrait des semaines. Des mois à défaire si quelqu'un essayait un jour. Tout passait par des entités auxquelles Lucas n'avait aucun accès et aucun droit. Au moment où il réaliserait ce qui s'était passé, il ne resterait plus rien à discuter. Vinrent ensuite les comptes. Je me connectais au portail bancaire que j'avais créé des années plus tôt. Celui que Lucas regardait à peine parce que les chiffres le mettaient mal à l'aise sauf s'il restait abstrait. Je clôturais le compte joint en 2 clics. Le système m'avertit que l'utilisateur secondaire perdrait immédiatement l'accès. Bien. Je résiliais la carte de crédit supplémentaire liée à ma ligne. Celle qu'il utilisait pour les dîners, les voyages. Les urgences qui semblaient toujours relever de la commodité plutôt que de la nécessité. Pas de colère, pas de discours, juste des écrans de confirmation. Puis j'appelai mon avocate. Nous ne parlâmes pas beaucoup de Lucas. Nous n'en avions pas besoin. Je demandais des documents, un langage propre, sans émotion, qui clarifiait la propriété. La maison, le véhicule enregistré à mon nom. Tout ce qui pourrait plus tard être présenté comme une attente partagée. Vous êtes prudente. Nota TL. Je suis précise. Répondis-je. La précision laisse moins de place à l'interprétation. Je n'emballais pas tout de suite. Emballer implique un départ. Le départ invite aux questions. À la place, je commençais à trier silencieusement, mentalement. Ce qui comptait, ce qui ne comptait pas, ce dont j'aurais besoin. Et ce qui appartenait à une version de ma vie déjà terminée. Les affaires de Lucas restèrent où elles étaient. Ses vêtements dans le placard, ses chaussures près de la porte. Ses projets à moitié terminés éparpillés sur des surfaces qu'il n'avait jamais vraiment nettoyées. Je n'y touchais pas. Il me semblait important de ne pas l'effacer de l'espace. Important que, quand l'absence arriverait, elle soit incontestable.
L'effacement numérique vint ensuite. Instagram d'abord. Des années de photos, de voyages. De moments souriants qui avaient signifié quelque chose autrefois et plus rien maintenant. Je ne m'attardais pas. Je n'archivais pas. Je sélectionnais supprimer le compte et entrer mon mot de passe sans hésitation. Facebook suivi, puis LinkedIn. Celui-là me fit hésiter, non pas émotionnellement, mais stratégiquement. C'était un lien professionnel, un moyen d'être trouvé. Je le fermais quand même. Si quelqu'un avait besoin de moi, il saurait comment me joindre. Tous les autres n'avaient pas besoin d'accès à ma vie simplement par curiosité. Je sauvegardais mes contacts sur un disque chiffré. Famille, quelques amis, mon frère, mon avocate, mon conseiller. Puis j'effaçais mon téléphone. Réinitialisation d'usine. Nouvel appareil, nouveau numéro. Je n'informais encore personne. Le silence fonctionne mieux quand il arrive sans prévenir. La note fut la dernière chose que je préparais. Je l'écrivis à la main, assise au comptoir de la cuisine. Avec le stylo que Lucas aimait parce qu'il avait l'air cher. J'envisageais différentes versions, des explications plus longues, des vérités tranchantes. Je les écartais toutes. À la fin, je n'écrivis que 2 mots. J'attendrai. Je laissai la note face visible sur le comptoir, positionnée pour qu'elle soit la première chose qu'il verrait en entrant. Puis j'attendis le bon moment. Il arriva plus tôt que prévu. Lucas me dit qu'il rentrerait tard un soir. Des verres avec des amis, quelque chose de spontané. Je souris, lui dis de s'amuser, et l'embrassai sur la joue comme si tout était normal. La porte se referma derrière lui. Je ne me précipitai pas. Je changeai de vêtements, vérifiai la maison une dernière fois, non avec sentiment, mais avec confirmation. Mes documents étaient déjà sécurisés, mes appareils soigneusement rangés dans une seule valise. Pas de vêtements au-delà de ce dont j'avais besoin pour les prochains jours. Ce n'était pas des vacances. C'était un déménagement. Je verrouillai la porte derrière moi et restai un moment dans ma voiture. Les mains posées légèrement sur le volant. La rue avait le même aspect, calme, familière. Rien ne marquait cela comme une fin. Cet anonymat me sembla approprié. À l'aéroport, je ne réservais pas à l'avance. Je me dirigeai vers le comptoir, balayai le tableau des départs et choisis la distance plutôt que le confort. Un billet allait simple en première classe vers un pays assez éloigné pour que le décalage horaire fasse une partie du travail à ma place. Quand la carte d'embarquement s'imprima, je le ressentis alors. Pas du soulagement, pas de la peur, de la finalité. Au moment où Lucas rentrerait ce soir-là, la maison aurait toujours exactement le même aspect. Ses chaussures près de la porte, ses vêtements dans le placard, ses suppositions intactes. La seule différence serait l'espace où j'avais l'habitude d'être et la note sur le comptoir. Au moment où il se réveillerait le lendemain matin, prêt à commencer sa nouvelle vie de liberté sans conséquence, je serais déjà en l'air. Injoignable, introuvable, non parti dans la colère, parti par conception. Je n'aurais pas su à quelle vitesse tout s'était délié si ce n'avait été pour mon frère. Ethan était la seule personne qui savait où j'étais. Pas l'adresse, pas les détails, juste le pays et la compréhension que si quelqu'un venait chercher. Il ne devait rien dire. Nous parlions une fois par semaine. Appel court, sans commentaire sauf si je le demandais. La première mise à jour arriva 3 jours après mon atterrissage. Selon Ethan, la première semaine fut exactement ce que Lucas avait imaginé en demandant de l'espace. Il disait aux gens que j'étais soutenante, mature. Que j'avais accepté de lui laisser le temps de se vider la tête. Il le présentait comme une décision mutuelle. 2 adultes choisissant de ne pas se précipiter. Il sortait beaucoup. Dîner, verre, nuit qui se confondaient avec les matins. Il faisait courir des notes sans vérifier les soldes. Commandait des tournées sans regarder les prix. La liberté semblait coûteuse, mais il supposait que quelqu'un d'autre continuait de la payer. Le premier signe de problème arriva le vendredi. Lucas était dans un magasin de vêtements du centre-ville.
choisissant quelque chose de neuf pour une soirée. Il tendit la carte. Ma carte, la supplémentaire liée à mon compte, sans réfléchir. Elle fut refusée. Il en rit, réessaya, refusé. Il sortit une autre carte. Même résultat. Confus maintenant, irrité, il s'écarta et appela la société de cartes de crédit. Il s'attendait à une alerte de fraude, un bug, n'importe quoi de temporaire. À la place. Le représentant l'informa calmement que la carte supplémentaire avait été résiliée par le titulaire principal du compte. Résiliée, pas gelée, pas mise en pause, terminée. Ethan me dit que Lucas l'avait appelé quelques minutes plus tard, la voix tendue de panique. Masqué en agacement. Tu sais ce qui se passe? Demanda-t-il. Ma carte ne fonctionne plus. Ethan fit l'ignorant. Je ne sais pas. Mec, dit-il. Peut-être que tu devrais parler à Camille. J'essaie. Siffla Lucas. Elle ne répond pas. Parce qu'il n'y avait rien à quoi répondre. Tout ce week-end, Lucas essaya de me joindre. Les textes restèrent non livrés. Les appels aboutissaient directement à un message de ligne déconnectée. Dimanche soir, l'irritation s'était transformée en quelque chose de plus aigu. La peur. Il vérifia mes réseaux sociaux. C'est alors que la vraie panique s'installa. Pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de LinkedIn, non pas désactivé, disparu. C'était comme si je n'avais jamais existé en ligne. La semaine suivante, Lucas commença sa campagne. Au début, les messages aux amis communs étaient décontractés, légers, presque en plaisantant. Et tu as des nouvelles de Camille? Elle est un peu bizarre et ne répond pas à son téléphone. Personne n'en avait. Au milieu de la semaine. Le ton changea. Je commence à m'inquiéter. Elle ne disparaîtrait pas comme ça. À la fin de la semaine, le mot « disparu » entra dans la conversation. Il disait aux gens qu'il s'inquiétait que quelque chose m'est arrivé, que j'avais été stressé. Surmené, émotionnel. Il se peignait comme le fiancé patient laissé dans le noir, essayant de tenir les choses ensemble. Certains le croyaient, d'autres non. Ses parents appelèrent les miens, puis ils appelèrent la police. Un officier se présenta à la maison. Ils notèrent rapidement les faits évidents. Ma voiture était partie. Une valise manquait. Mon matériel de travail était introuvable. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune preuve de lutte. J'étais parti volontairement. La police dit à Lucas qu'il ne pouvait rien faire. Le vrai tournant arriva la nuit où il retourna à la maison. Il avait encore une clé. Il entra s'attendant, selon Ethan, à trouver quelque chose de dramatique. De l'obscurité, du désordre, la preuve que j'avais craqué et fui sur un coup de tête. À la place, la maison avait exactement l'aspect qu'il avait laissé, propre, ordonné, immobile. Mes vêtements avaient disparu du placard, mes chaussures du rangement. Mon bureau était vide. Tout le reste restait intact. Ses affaires, les meubles, les photos au mur, et sur le comptoir de la cuisine. Centré et impossible à manquer, se trouvait la note. J'attendrai. Ethan dit que Lucas l'avait appelé ensuite. Complètement défait. Qu'est-ce que ça veut dire? Exigea-t-il. Attendre quoi? Où est-elle? Ethan n'hésita pas. Je suppose qu'elle attend que tu te sortes les idées de la tête. Dit-il calmement. C'est ce que tu as demandé, non? Il y eut un long silence au bout du fil. Pour la première fois, Lucas comprit quelque chose qu'il n'avait pas envisagé auparavant. L'attente fonctionne dans les deux sens. Et parfois, quand on demande à quelqu'un de mettre sa vie en pause, on lui donne l'espace pour la quitter entièrement.
À la 3e semaine. Le récit auquel Lucas s'accrochait commença à s'effondrer sous son propre poids. La première fissure fut financière. La voiture, celle que j'avais achetée 2 ans plus tôt, enregistrée à mon nom, assurée sur mon compte, fut reprise un mardi matin calme. Pas d'avertissement pour lui, pas de confrontation dramatique. Juste une dépanneuse stationnée au bord du trottoir. Quand il sortit, le presse-papier à la main, le professionnalisme masquant l'indifférence. Ethan dit que Lucas resta figé, regardant disparaître la voiture dans la rue comme un malentendu dont il ne pouvait plus se sortir. En parlant, il m'appela encore après cela. Directement sur la messagerie, ligne déconnectée. Cet après-midi-là, ses parents réglèrent le solde de la carte de crédit qu'il avait accumulée pendant sa première semaine de liberté. Dîner, verre, course en voiture. Un style de vie qui ne fonctionne que lorsque quelqu'un d'autre le souscrit. Il n'était pas content et il posait des questions. Des questions auxquelles Lucas ne pouvait répondre sans admettre la vérité. Que la vie qu'il menait n'était pas durable sans moi qui la tenais discrètement ensemble. C'est alors que les conséquences sociales commencèrent à s'installer. Marc cessa de répondre à ses messages. Jason devint soudainement occupé. Les gens ne voulaient plus être entraînés dans ce qui se passait. L'histoire avait cessé d'être divertissante. Elle était devenue inconfortable. Lucas commença à se présenter en personne à la place. Mon ancien bureau, le bâtiment où j'avais travaillé avant la finalisation du rachat. Il demanda à la réception si quelqu'un avait eu de mes nouvelles. Il n'en avait pas. J'avais démissionné le jour où l'accord s'était conclu. Discrètement, professionnellement. Il alla ensuite chez mes parents. Mon père ouvrit la porte. Ethan dit qu'il n'éleva pas la voix. Il n'insulta pas Lucas. Il lui dit simplement, clairement et sans hésitation, qu'il n'était plus le bienvenu là. Que ce qui s'était passé entre Lucas et moi n'était plus une affaire de famille. Cette porte se referma doucement et resta fermée. À la fin du mois, Lucas était devenu un élément fixe dans les murmures de mise en garde de notre cercle commun. Les gens parlaient du dîner, du timing, de l'argent. L'histoire changea. Ce n'était plus que j'avais mystérieusement disparu. C'était qu'il avait demandé à une femme qui avait des options d'attendre et découvert ce que cela signifiait quand elle ne le faisait pas. Il essaya de reprendre le contrôle de la seule façon qui lui restait. En réécrivant l'histoire. Il commença à dire aux gens que j'avais été secrète, que j'avais toujours détenu le pouvoir sur lui. Que ma richesse soudaine m'avait changé, m'avait rendue froide, manipulatrice. Il disait que j'avais disparu pour éviter les responsabilités envers la relation. C'était une stratégie audacieuse. Elle ne fonctionna pas. Trop de gens se souvenaient du dîner. Trop de gens avaient reçu ces messages frénétiques ensuite. Trop de détails ne collaient pas. L'humiliation finale arriva dans un bar du centre-ville quelques semaines plus tard. Lucas croisa un groupe de nos anciens amis. Il essaya de se glisser dans leur conversation. Se lança dans une histoire familière de trahison et d'abandon. À mi-chemin, Marc l'interrompit. On était tous là. Dit-il d'un ton plat. On t'a entendu. Tu lui as dit que tu n'étais pas prêt. Tu lui as demandé d'attendre pendant que tu te sortais les idées de la tête. Ce n'est pas quelque chose qu'elle t'a fait. Le groupe se tut. Lucas essaya de discuter. D'encadrer autrement. Marc secoua la tête. Tu n'as pas le droit d'appeler ça de la cruauté quand quelqu'un te donne exactement ce que tu as demandé. Ethan dit que Lucas s'effondra après cela. Éleva la voix. Accusa tout le monde de prendre mon parti. Affirma que personne ne comprenait sous quelle pression il avait été. Le barman lui demanda de partir. Marc et Jason, autrefois ses défenseurs les plus bruyants, s'éloignèrent complètement après cette nuit. Soudain, il disait aux gens qu'il l'avait prévenu qu'il faisait une erreur. Qu'ils avaient toujours su qu'il jouait un jeu dangereux. Amnésie de convenance. À la fin du mois,
Lucas avait brûlé tous les ponts qu'il avait traversés avec de l'arrogance au lieu du soin. Il avait demandé du temps, de l'espace, de l'attente. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que ces choses ont un coût. Et qu'il était le seul resté à le payer. Au moment où les feuilles commençaient à tourner chez moi, ma vie avait déjà glissé dans un rythme qui n'incluait plus Lucas du tout. Je vivais dans une petite ville côtière au Portugal. Le genre d'endroit qui a l'air temporaire mais qui vous convainc discrètement du contraire. Bâtiments blanchis à la chaux, rues étroites qui ne menaient nulle part dans l'urgence. Des matinées qui commençaient avec l'air de l'océan plutôt qu'avec des notifications. J'avais loué une villa modeste sur Plombant-l'Eau. Pas extravagante, intentionnelle. Internet était rapide. La nourriture était simple et excellente. Et personne ne connaissait mon nom. Cet anonymat fit quelque chose en moi que je n'avais pas anticipé. Il permit à mon système nerveux d'expirer. Je me réveillais tôt et travaillais par longues plages concentrées. Je marchais l'après-midi. Je cuisinais des dîners pour moi-même et les mangeais lentement sans que personne ne remplisse le silence de commentaires ou d'attente. L'attente ne traversa jamais mon esprit. Les mises à jour d'Ethan arrivaient une fois par semaine comme promis. Au 2e mois, les tentatives de Lucas pour me retrouver étaient devenues erratiques. Il se présentait dans des endroits où il pensait que je pourrais réapparaître. Les cafés que nous aimions, les rencontres professionnelles. Même la salle de sport où j'avais résilié mon abonnement des semaines avant de partir. Chaque fois, il rencontrait la même réponse. Personne n'avait eu de mes nouvelles. Personne ne savait où j'étais. L'histoire qu'il se racontait commençait à se fracturer. Il avait perdu le récit, perdu le public, perdu le levier. C'est alors qu'il essaya de se réinventer. Selon Ethan, il quitta la maison de ses parents et s'installa dans un appartement minuscule avec Marc. Cela dura moins de 2 mois. L'arrangement se termina dans une dispute bruyante à propos de l'argent du loyer que Lucas ne pouvait pas couvrir sans aide. Marc posait des questions que Lucas n'aimait pas entendre. Lucas attendait de la flexibilité. Marc attendait de la responsabilité. Ils n'étaient pas compatibles. Lucas retourna chez ses parents, cette fois sans cérémonie, sans explication. Il dut aussi prendre un emploi, un vrai. Plus de projets vaguement définis. Plus d'attente que quelque chose de mieux se présente. Il prit un poste d'hôte dans un restaurant de chaîne près de l'endroit où nous avions commencé à sortir ensemble. L'ironie n'échappa à personne. Ethan dit que Lucas détestait cela. Les horaires, la hiérarchie, la façon dont son temps n'était plus négociable. Pour la première fois depuis des années. La vie de Lucas avait des conséquences qu'il ne pouvait plus reporter. Pendant ce temps, la mienne s'élargissait discrètement. Je lançais un cabinet de conseil axé sur le genre de travail sur les systèmes que j'avais toujours aimés. Contrat court, problème à fort impact, autonomie complète. Les clients ne se souciaient pas de l'endroit où je vivais tant que le travail était bon. Il l'était. Je me fis des amis, surtout des expatriés. Des gens qui comprenaient l'attrait de recommencer sans spectacle. Nous partagions des repas. Échangions des histoires et respections les limites des uns et des autres. Personne ne me questionnait sur mon passé sauf si je l'offrais. Je ne le faisais pas. Je ne me cachais pas. Je ne traînais simplement pas de vieux chapitres dans une histoire qui n'en avait plus besoin. Le changement le plus intéressant, me dit Ethan, était la dernière version des événements de Lucas. Il n'était plus le fiancé confus, plus le partenaire inquiet. Maintenant il était la victime. Il disait aux gens que j'avais été contrôlante. Que j'avais utilisé l'argent pour dominer la relation. Que mon succès m'avait rendue distante et froide. Il disait que j'avais disparu pour éviter l'engagement, pour échapper à la responsabilité. C'était une réécriture audacieuse, mais elle arrivait trop tard. Trop de gens connaissaient la vérité. Trop de détails ne s'alignaient pas. Trop de témoins se souvenaient du dîner. On ne peut changer une histoire que lorsque l'on contrôle le silence qui l'entoure. Lucas ne le contrôlait pas. J'entendis tout cela depuis un café surplombant l'océan. Le téléphone légèrement pressé contre mon oreille, le soleil réchauffant la table entre mes mains.
Quand Ethan termina sa mise à jour, il fit une pause. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Je regardais l'eau. Le mouvement régulier de quelque chose qui ne demandait jamais la permission de continuer. « Je vais plus que bien. » dis-je. Je n'attends pas. Et pour la première fois depuis la nuit où Lucas m'avait demandé de mettre ma vie en pause pour son confort, je réalisais quelque chose qui s'installa profondément et solidement dans ma poitrine. Il pensait que l'attente était neutre. Mais l'attente ne fait mal que lorsque l'on reste. J'étais déjà parti. 3 mois après ma disparition, Lucas tenta un dernier mouvement. Ce n'était pas émotionnel. Ce n'était pas personnel. C'était procédural. Ethan m'appela un après-midi, sa voix portant ce mélange familier d'incrédulité et d'amusement sec. « Tu vas aimer ça. » dit-il. Lucas avait engagé un avocat, pas un cabinet, pas un spécialiste, une opération à petit budget. Sans gain, sans honoraire. Qui faisait de la publicité agressive et promettait un levier là où il n'y en avait généralement pas. Il me poursuivait. Les revendications étaient ambitieuses, rupture de promesses, détresse émotionnelle. Perte de potentiel de gains futurs. Selon le dossier, nos fiançailles constituaient un contrat verbal. Selon Lucas, ma disparition lui avait coûté des années de sa vie, sa stabilité et sa réputation. Il voulait une compensation. J'écoutais sans interrompre, assise sur la terrasse de ma location. L'océan s'étendant à l'infini devant moi. L'absurdité de tout cela me parut distante, presque académique. Quand Ethan eut terminé, j'expirai lentement. « Il a vraiment déposé ?» demandai-je. « Pas encore. » dit Ethan. « Mais la lettre est arrivée chez ton avocate ce matin. » Je souris. Mon avocate m'appela plus tard dans la soirée. Elle ne se donna pas la peine de cacher sa réaction. J'ai réellement ri. Admis-elle à voix haute. Sa réponse fut efficace. Une page. Y étaient joints 2 documents. Le premier était une déclaration sous serment notariée de notre organisatrice de mariage détaillant. Le dîner. Les mots exacts que Lucas avait employés, sa demande de pause. Son insistance pour que j'attende pendant qu'il se sortait les idées de la tête. Le second était une copie du reçu du restaurant, $400, dîner pour 4. Boisson de célébration commandée après la fin de la conversation. Preuve que je n'étais pas sorti en trombe, preuve que j'avais accepté. Preuve que j'étais resté. Le dernier paragraphe de la réponse était bref. Il indiquait que j'avais, en fait, honoré la demande de Lucas. J'avais attendu. J'attendais encore. Je le faisais simplement depuis un autre continent, et continuerais d'attendre indéfiniment. La lettre lui souhaitait bonne chance dans sa propre période d'attente. Lucas abandonna l'affaire le lendemain. Apparemment. Son avocat lui expliqua les chances en des termes que même l'optimisme ne pouvait survivre. Ethan me dit que Lucas ne le prit pas bien. Il dit aux gens que le système était truqué, que l'argent m'avait protégé. Que l'équité ne s'appliquait qu'aux gens qui pouvaient se le permettre. Mais même ces plaintes avaient perdu leur public. Il ne restait plus rien à escalader. Aucune confrontation à mettre en scène, aucune excuse à extraire, aucune victoire à reconquérir. Le contrôle ne fonctionne que lorsque l'autre personne reste dans la pièce. Je n'y étais plus. Cette nuit-là, je marchais le long du rivage tandis que le soleil s'abaissait. Le ciel prenant cette teinte d'or qui ne demande pas à être photographiée. Lucas pensait que ma disparition était une punition. Ce n'était pas le cas. C'était une conséquence, et les conséquences ne négocient pas. Une année a cette façon de polir les arêtes vives de la mémoire. Au moment où 12 mois étaient passés, l'histoire de ma disparition n'appartenait plus à Lucas. Ni même à moi. Elle avait pris une vie propre, transmise entre des gens qui n'avaient pas été là. Façonnée par la répétition plutôt que par la vérité. J'en entendis parler quand je rentrais pour Noël.
C'était la première fois que je revenais depuis mon départ. Je restais 2 semaines. Partageant mon temps entre les dîners de famille et de longues promenades dans des quartiers qui me semblaient à la fois familiers et étrangement hors de propos. Comme visiter une ville où l'on a vécu et réaliser qu'elle a continué sans vous. Je ne vis pas Lucas. C'était intentionnel. J'évitais les endroits dont je savais qu'il gravitait encore autour. Les bars qu'il préférait, les restaurants où le personnel se souvenait de lui. Je ne voulais pas de confrontation, accidentelle ou autre. Non parce que j'en avais peur, parce que je n'en avais pas besoin. Mais j'entendis parler de lui. Tout le monde avait une version. Certains disaient qu'il parlait encore de moi, comme si j'avais disparu en pleine phrase, laissant un trou qu'il ne pouvait expliquer. D'autres disaient qu'il était devenu amer, obsédé par l'équité et la loyauté. Et par la façon dont les choses auraient dû se passer. Quelques-uns le décrivaient comme fatigué, usé par une vie qui ne s'adaptait plus à son indécision. Ce qui était constant, c'était ceci. Personne ne me blâmait plus. Le dîner était devenu un point fixe dans le récit. Trop de gens s'en souvenaient clairement. La demande, la pause, le mot attendre prononcé à voix haute et sans excuse. Quelqu'un avait commencé à l'appeler un conte de mise en garde. L'homme qui a demandé à une femme d'attendre et a découvert ce qui se passe quand elle ne le fait pas. Lucas détestait cette formulation. Il essayait de corriger les gens quand il l'employait, essayait d'insérer de la nuance. Essayait de reconquérir de la complexité. Cela ne prenait jamais. Les histoires ne changent que lorsque le conteur a encore de la crédibilité. À la fin de ma visite, je réalisais quelque chose de discrètement profond. J'étais revenu dans un endroit où mon absence avait autrefois été la chose la plus bruyante dans la pièce et j'avais découvert qu'elle n'y résonnait plus. Ce que Lucas attendait maintenant, ce n'était plus moi. Et ce que j'avais laissé derrière s'était déjà réarrangé sans demander la permission. Quand je montais dans mon avion pour repartir, je ne me sentis pas comme si je partais à nouveau. Je me sentis comme si je continuais. Au moment où une année était passée, l'histoire cessa d'évoluer. Elle n'escalada pas. Elle n'implosa pas. Elle se posa simplement. Ethan me dit qu'il n'y avait plus de scène. Plus de moments dramatiques dont les gens chuchotaient ensuite. Plus de confrontations qui exigeaient de choisir un camp. Juste une soustraction tranquille. Lucas était encore là techniquement, vivant encore dans la même ville. Gravitant encore autour des mêmes endroits qu'il avait toujours fréquentés. Essayant encore de temps en temps de se réinsérer dans des conversations qu'il incluait autrefois. Automatiquement. Mais quelque chose de fondamental avait basculé. Les gens cessaient de s'engager. Les messages restaient sans réponse, non pas abruptement, non pas de façon pointue. Juste indéfiniment. Les projets de groupe se faisaient sans que son nom soit mentionné. Les invitations s'amenuisèrent, puis disparurent entièrement. Ce n'était pas de la rétorsion. C'était un réajustement. La version des événements que Lucas essayait de maintenir en vie, celle où il était incompris. Sous pression, injustement abandonné, ne gagnait plus de terrain. Non pas parce que les gens argumentaient contre, mais parce qu'ils ne se sentaient plus obligés de le faire. Le dîner était devenu un point de référence fixe. Pas du ragot, pas de la rumeur, du contexte. La pause, la demande, le mot attendre prononcé clairement sans ambiguïté. Plus personne n'avait besoin que les détails soient répétés. Ils étaient déjà absorbés dans la compréhension partagée de la façon dont les choses s'étaient déroulées. Lucas remarqua la distance. Il le faisait toujours. Ce qu'il ne semblait jamais saisir, c'est que la distance ne s'annonce pas quand elle est permanente. Elle n'arrive pas avec des explications. Elle n'offre pas de conversation de clôture. Elle devient simplement la nouvelle base. Pendant un temps, il essaya de la combler. Messages décontractés, langage familier. Invitations formulées comme des habitudes qui pourraient redémarrer avec assez de persistance. Elles n'atterrissaient pas parce que la continuité n'existe que lorsque les deux personnes conviennent qu'elle existe encore. Au moment où Ethan me relaya tout cela, cela me parut étrangement abstrait. Comme entendre parler d'une ville où j'avais vécu après qu'elle eût déjà remplacé tous les panneaux de rue.
L'histoire avait dépassé ses participants. Elle s'était condensée en quelque chose de plus simple, transmise non pas comme un scandale, mais comme un raccourci. L'homme qui a demandé à une femme d'attendre, la femme qui n'a pas arrêté d'avancer. Je ne faisais plus partie de la conversation. Et je compris enfin que c'était la fin la plus propre possible.